Alors en fait, le point de départ de cette réflexion est le suivant. Nous sommes dans une civilisation qui s'est développée de manière extraordinaire et phénoménale depuis en tout cas 2 siècles, et ce développement, il est clairement économique, mais également en nombre dû à une croissance de la population. Nous sommes passés en 1 siècle d'une population de 1,5 milliard d'habitants à 7, et dans 10 ans, nous serons 8 milliards d'habitants sur notre planète. Par définition, une planète, c'est un environnement fini. Il y a un certain nombre de matières, un certain nombre de ressources, et donc cet environnement fini ne peut pas être exploité de manière infinie. Il y a un moment où on arrive des limites. Et lorsqu'on est dans une civilisation qui parle de croissance et qui s'attend à ce que tous les problèmes soient toujours résolus par de la croissance, force est de constater qu'on va se heurter tôt ou tard, et ce n'est pas encore le cas, mais ça s'approche très très vite, et les chiffres le montrent bien, à atteindre ces limites. Et malheureusement, autant en biologie que dans l'observation de tous les environnements humains et animaux et bactériologiques, lorsqu'une population croît de manière exponentielle jusqu'à atteindre l'usure de toutes les ressources, et que toutes les ressources sont consommées, eh bien cette population décroît de manière extrêmement brutale. C'est ce qu'on appelle un overshoot en termes écologiques. Alors la grande question, c'est est-ce que nous sommes dans cette situation-là? Et lorsque l'on regarde froidement les chiffres, on peut dire plusieurs choses. Tout d'abord, nous sommes 7 milliards aujourd'hui, donc on peut nourrir 7 milliards de personnes. Mais 7 milliards qui souhaitent avoir une croissance économique, 7 milliards en augmentation, plus de viande, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accélère de manière exponentielle et très rapide l'utilisation des ressources existantes. Maintenant, ces ressources, notamment les ressources agricoles, existent parce que la structure économique que nous avons développée est complexe et se nourrit de sources énergétiques bon marché. Enlevez ces sources énergétiques, et c'est essentiellement le pétrole, et vous n'avez plus de la nourriture pour 7 milliards de personnes. Vous n'avez plus de carburant pour transporter les gens, pour transporter la nourriture, pour transporter l'eau, pour permettre l'énergie nécessaire pour pomper l'eau et irriguer les sols, etc. Et en fait, cet effondrement économique, il va être basé sur ces tendances lourdes, que sont en fait, l'usure, la consommation jusqu'à ses limites de tout le pétrole bon marché qui existe. Et donc il ne restera que du pétrole très 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 cher, très difficile à atteindre. Et ça, on parle de pics de pétrole, ce sont des domaines qui sont très très bien étudiés, qui sont très bien connus. Et les chiffres nous donnent encore à la consommation actuelle quelque chose comme 15 à 20 ans de pétrole bon marché. Mais avec la croissance économique qui est celle des pays émergents notamment, eh bien, et même en décroissance économique dans des pays occidentaux, la consommation de pétrole reste à peu près constante, voire même malgré tout en augmentation. Donc on va arriver en fait dans les 10 ans à ne plus avoir de pétrole. Ça c'est un premier point. Mais c'est d'ailleurs le même problème pour toutes les autres matières premières que sont métaux, terres rares et autres sources de ressources qui vont servir à de l'énergie, typiquement le gaz, le charbon, etc. Alors ça c'est le premier point. Ensuite vient, parce que notre consommation augmente, parce que nous sommes nombreux, il y a l'usure des environnements, donc de nos écosystèmes humains. Et je pense qu'on est en train de voir l'effondrement, l'un après les autres, de manière extrêmement rapide et accélérée, de tous les écosystèmes qui existent à travers la planète. Avant même de parler de réchauffement climatique et de toutes ces hypothèses, etc., et de ces choses-là, il faut vraiment voir concrètement que nous sommes en train de surpolluer par nos déchets l'ensemble de la planète à des niveaux phénoménaux. Et nous avons la chance, vous avez la chance en France, moi en Suisse, de vivre en Occident où la pollution elle est relativement bien gérée et cachée, voire exportée dans les pays pauvres. Mais lorsque vous voyagez un petit peu dans les pays pauvres et que vous sortez des sentiers battus pour touristes, vous voyez à quel point le monde est en train de devenir une immense décharge à ciel ouvert, notamment les océans, qui se remplissent de micropolluants, de microplastiques, et finalement de tous les déchets toxiques ou non qui sont déversés dans la planète. Ça détruit les écosystèmes, ça détruit toute la pyramide alimentaire, et à la fin, ça nous détruit nous aussi par l'augmentation de nos maladies, etc., etc. Cet effondrement écologique est imminent et aussi un élément gravissime qui, ajouté au tarissement de l'eau potable, l'eau douce, et à l'usure des sols, eh bien, nous amène inévitablement vers la fin de la capacité de nourrir et de permettre ne serait-ce qu'un développement économique, mais
même de nourrir simplement 7 milliards ou 8 milliards de personnes. Donc nous allons vers l'overshoot, nous allons vers un effondrement rapide et à mon avis brutal de l'économie. Quand on parle d'énergie, il faut bien rendre compte qu'on parle de choses différentes par rapport à simplement le pétrole. L'énergie, il y en a énormément de sources. Elle peut être, à la fin, toute l'énergie est solaire, puisque même le pétrole, au fond, ce sont des arbres qui ont été décomposés et sous des pressions et dans des roches particulières, on finit par former au bout de, je crois, 70 millions d'années ou 80 millions d'années, ce qui est le pétrole. Le charbon, c'est encore un peu plus long, etc. Donc, les énergies disponibles, elles ont énormément de formes, et elles sont plus ou moins, en fonction du type, disponibles et accessibles à des coûts de production relativement rentables ou pas. Et il faut voir, on parle de rentabilité énergétique. Lorsque vous utilisez un baril de pétrole pour extraire un baril de pétrole, ce n'est pas rentable, quel que soit le prix de ce baril. Ça, c'est une notion aussi importante à voir. En fait, l'énergie reste relativement abondante par rapport aux utilisations humaines. On peut générer de l'électricité, qui est une forme assez noble d'ailleurs d'énergie, parce qu'elle est très pratique pour l'utilisation humaine, à partir des renouvelables, ce qu'on appelle les renouvelables, c'est-à-dire solaire, éolien, force marémotrice, etc. Il y a énormément de progrès à faire, et les technologies nous amènent chaque année des solutions très intéressantes. Le problème du pétrole est le suivant. Nous avons bâti l'entièreté de notre civilisation. Tout ce que nous portons, tout ce que nous mangeons a été fabriqué à partir de, transporté grâce à cette énergie contenue dans le pétrole, qui est en fait finalement un vecteur d'énergie, qui est facile à manipuler, extrêmement polyvalent, qui a des fonctions dans la chimie absolument et la médecine absolument vitale, qui est important dans la fabrication et le transport de tout ce que l'on utilise et de tout ce que l'on a, et qui est en plus très facile à manipuler et à utiliser. N'importe quel imbécile sait gérer un camion, un conteneur, enfin un réceptacle de pétrole, quel qu'il soit. Et ce pétrole est difficilement substituable pour les transports, difficilement, ça veut pas dire qu'il est totalement non substituable. Mais ça devient compliqué, c'est difficile. Imaginez, on parle toujours de l'économie d'hydrogène, mais c'est impossible d'imaginer demain remplacer 1 milliard de véhicules dans le monde avec de l'hydrogène qui nécessite d'être stocké dans des réservoirs extrêmement solides, donc probablement en titane, etc., etc. Ensuite, il y a aussi la fabrication d'énormément de métaux. Par exemple, les essieux des pales pour les éoliennes, généralement sont fabriqués à base de titane. Bon, le titane, vous n'allez pas pouvoir le forger grâce à l'électricité. Il vous faut des hauts fourneaux. Ces hauts fourneaux doivent bien fonctionner d'une manière ou d'une autre. Généralement, on a besoin de pétrole ou de charbon de très haute qualité, etc. Donc, nous arrivons vers la fin de cette ressource. Et une civilisation sans pétrole est bien sûr possible, puisque c'est ce que nous avons eu pendant des dizaines de milliers d'années, puisque on a eu des civilisations brillantes et performantes et où on vivait très très bien sans pétrole. Le problème, c'est toujours le changement. Le changement, notamment lorsqu'il est brutal. Nous sommes habitués à une civilisation très très complexe, extrêmement dépendante de systèmes d'approvisionnement et de flux d'approvisionnement qui fonctionnent uniquement grâce au pétrole. Et nous sommes 7 milliards et demi, ou bientôt 8. Donc, comment est-ce qu'on va faire le jour où on nous retire ceci de manière brutale? On n'a pas 100 ans pour s'adapter. On a peut-être sur le pétrole 15-20 ans maximum. Alors la bienveillance et l'amour des oligarches envers nous, je n'y crois pas vraiment. Première chose. Ensuite, vous êtes responsable de vous-même et donc c'est à vous de vous en sortir. Donc n'attendez pas, même s'ils étaient bienveillants, même si nos gouvernements étaient bienveillants par rapport à nous, et s'ils étaient d'une fibre morale extraordinairement admirable, je ne crois pas qu'on puisse le dire aujourd'hui, je pense que malgré tout, il faut se préparer à être autonome, parce qu'être autonome, c'est aussi être libre par nous-mêmes, et vous êtes 100% actionnaire de vous-même. Donc
N'attendez pas ni le salut, ni l'aide des autres, a priori. Ensuite, si on vous aide, tant mieux. Ça, c'est des premières choses à dire. Ensuite, je crois que quant aux solutions possibles, oui, vous avez raison. Le système moderne, le système actuel, parce qu'il est basé sur finalement les pires instincts d'être humain, il a une immense capacité d'adaptation et de prendre, d'assimiler tout. Et donc de tirer un profit maximum et une survie de ce système qui dure de plus en plus longtemps. Et c'est possible que dans la durée, je me trompe, c'est possible qu'on ait plus que 10 ans. Moi, je pense qu'on a au mieux 10 ans pour se préparer et que ça va ensuite vraiment être méchant. Ça peut être avant. Mais je pense qu'on a encore un peu de temps. On surestime toujours ce qui va arriver dans l'année, mais on sous-estime toujours ce qui va arriver dans la décennie. C'est assez classique dans l'être humain. On voit les gens dans les années 30, jamais ils auraient pensé qu'il y avait à avoir une guerre dans la décennie. Mais ils pensaient qu'il allait y avoir une guerre. Mais pourtant, c'est arrivé assez vite. Mais ceux qui appelaient à la guerre en 1933, ils se sont trompés. Ce n'était pas en 1933 qu'il y a eu la guerre. L'arrivée du nazisme en Allemagne n'a pas provoqué la guerre immédiatement. Ça a pris un certain temps. Est-ce que ce système va nous apporter des solutions technologiques? Il va essayer. Parce que c'est dans l'intérêt de l'inventeur, de l'innovateur, moi j'ai travaillé dans l'industrie du logiciel, donc je vois à quel point l'innovation est fébrile dans certains environnements économiques. Et clairement, il y a du profit à faire. Celui qui amène un produit qui va nous permettre d'économiser du pétrole, de l'utiliser de manière moins... Voilà, d'en utiliser moins dans nos voitures, etc., il va clairement gagner beaucoup d'argent. Donc il y a un intérêt. Donc le système a intérêt de trouver des solutions. Maintenant, ça fait un moment qu'on y pense, de remplacer le pétrole notamment avec d'autres systèmes. On l'a toujours pas fait. Et croyez-moi que les plus grandes industries pétrolières du monde sont les États, Norvège, Koweït, Arabie Saoudite. Là aussi, c'est pas un complot des pétroliers pour nous cacher des moteurs, etc. Enfin, si ces moteurs efficaces existaient, ils seraient là. Je crois qu'on a de la peine à imaginer l'inéluctabilité de la non-substituabilité du pétrole. Et je pense que oui, c'est possible que le système soit capable de se réinventer de manière surprenante, mais pas très longtemps. Donc, regardez bien dans les yeux vos enfants. Est-ce que vous comptez sur les autres pour leur survie? Moi, je me préparais un minimum moi-même. Alors effectivement, crise mondiale, oui, parce que et c'est justement là où ça devient historiquement intéressant, parce que c'est une première. On n'a jamais eu de crise à ce niveau-là d'intensité, de danger et de force à l'échelle globale. On a eu des civilisations qui se sont effondrées de manière locale. L'Empire romain couvrait tout le bassin méditerranéen. On a eu des effondrements partiels de civilisations sur le continent asiatique, la Chine notamment. Et puis on a eu des effondrements à 100%. Je cite souvent les Vikings du Groenland, l'Empire Maya, puis plus petit, l'île de Pâques, l'île de Nauru, etc., etc. Il y a énormément d'exemples de civilisations qui se sont effondrées. D'ailleurs, on verra que ce sont des civilisations qui ont choisi l'effondrement. Ils avaient très bien compris pourquoi ils allaient s'effondrer. De même que nous comprenons très bien les problèmes auxquels nous faisons face. Et socialement et sociologiquement, on va choisir de s'effondrer. Cela dit, géographiquement, il y a des régions plus dangereuses que d'autres. Ne serait-ce que l'environnement urbain, on va en parler un peu plus, l'environnement urbain est plus dangereux que l'environnement rural. De la même manière que pendant les guerres, en France, chez vous, lorsque vous avez eu l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale, les paysans ne mouraient pas de faim. Et même, ils se sont enrichis en vendant de la nourriture aux gens qui avaient été dans le besoin des villes. Donc, clairement, il y a un aspect local et géographique important. Ensuite, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que la taille des villes est très très différente. Aujourd'hui, vous avez bassin parisien de 12 millions d'habitants, la Roure 12, Londres 13 ou 14. Bref, c'est 10 ou 15 fois plus grand que la population qu'il y avait lors de la dernière grande crise dans les années 20 ou dans les années 30, ou pendant la dernière guerre que vous avez eue sur sol français, qui est donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc clairement, il y a un aspect rural-urbain très important, en sachant que tous ces gens sont dépendants de flux d'approvisionnement, de nourriture. La nourriture ne vient pas dans les supermarchés, etc. Donc on risque, dès le début de grosses crises, d'avoir des paniques, des violences, etc. Maintenant, ensuite, il y a des pays où les cultures font que l'on est mieux adapté, pour des raisons historiques, pour des raisons de structure familiale, etc., à mieux s'en sortir que d'autres.
Clairement, des cultures très individualistes probablement auront un peu plus de peine que des cultures où on est basé sur le rapport de l'entraide, de la famille étendue, où justement on peut s'entraider parce qu'il n'y a pas des systèmes aussi sociaux qui aident les gens. Aujourd'hui, nous sommes dans bien des pays occidentaux, nous sommes dans des environnements où chaque fois qu'il y a un problème, on peut se tourner vers l'État pour avoir un filet social, et tant mieux, probablement. Mais enfin, en Grèce, aujourd'hui, on voit que les gens qui s'en sortent, ce sont des gens qui sont partis, qui ont quitté la ville, qui ont quitté Athènes, essentiellement, parce que Athènes et Thessalonique, c'est deux grandes villes. J'ai étudié ça ces derniers jours. Et en gros, qui sont retournés dans leur village natal, chez leurs grands-parents, et qui se sont posés, etc. Donc là aussi, il faut bien comprendre que ça va beaucoup varier d'un pays à l'autre. Donc typiquement, par exemple, dans les cultures méditerranéennes, où la famille est importante, on a l'habitude de s'entraider, on a l'habitude de ne pas avoir l'argent de l'État qui vient. Je pense même à l'Afrique. Il n'y a pas de filet social. Si vous ne travaillez pas, vous touchez zéro. Contrairement à ici, où probablement, pour certains, vous touchez plus d'argent que si vous êtes en faisant rien, que si vous êtes retraité, etc. Ou même si on travaille. Donc on voit même des dysfonctionnements dans nos systèmes occidentaux. Mais enfin, chaque pays et chaque culture va avoir une capacité à réagir de manière difficile. Mais enfin, plus ou moins facile. Mais enfin, cet effondrement va toucher tout le monde. Et va toucher l'ensemble de la planète avec probablement un décalage de temps d'un endroit à l'autre. Typiquement, nous, en Suisse, j'ai parfois des Suisses qui me disent « Non, mais nous, on est un pays riche et puis on est mieux défendu, etc. » On me donne beaucoup de très très bonnes raisons pour lesquelles la Suisse serait immunisée, mais c'est faux. Parce que le jour où toute l'Europe autour, la France, l'Allemagne, etc., l'Italie, sont vraiment dans le pétrin et que la crise économique devient un vrai effondrement, quand bien même nous fermerions nos frontières, ce qui est prévu, quand bien même nous refuserions des réfugiés, ce qui est prévu, eh bien, notre économie est à genoux aussi. Et notre structure, on va dire, ethnico-culturelle, elle n'est pas hétérogène. Donc, comment est-ce qu'on va gérer des populations hétérogènes? Peu importe l'avis que l'on peut avoir, la question n'est pas là. Qu'est-ce qui nous lie les uns les autres? C'est ça la vraie question. Comment on définit l'identité? Moi, j'ai aucun problème avec aucune personne d'aucune sorte à partir du moment où elle ne m'ennuie pas, à partir du moment où elle ne vient pas essayer de m'égorger pour prendre ma nourriture ou de faire du mal à ma famille. Donc, aujourd'hui, ce problème ne se pose évidemment pas. Je viens à Paris comme un touriste, tranquille, il ne va rien se passer. Mais dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, la situation va complètement changer. J'aime bien comparer la ville où vous m'interrogez, Paris, c'est un peu comme un immense zoo, sauf que les fauves sont en dehors de la cage, et que la cage dans laquelle vous êtes ici dans le centre-ville, elle est faite en papier. C'est simplement que personne ne s'en rend compte qu'elle est faite en papier. Le jour où ça va tomber, on va s'en rendre compte que la police, la gendarmerie, elle va rester chez elle pour protéger sa famille, et les fauves seront lâchés sur la population. Donc nous, Suisses, on est un peu la petite cage au milieu de l'Europe, à la limite. Et on va avoir aussi énormément de problèmes. Il n'y a aucun endroit qui va être immunisé de ce qui va arriver, à moins d'être peut-être sur une île du Pacifique ou dans un endroit où il y a finalement peu de population et une grande production de nourriture de manière naturelle. Là, vous êtes à peu près tranquille. Quand vous dites miser, je tiens vraiment à dire que j'espère pas que ça va arriver. Hein. Donc je mise pas dans le sens, j'espère que ça va marcher parce que ça va me faire du fric de vendre mon bouquin. Ça gagne rien, c'est vraiment pas l'objectif. En revanche, moi je vois pas comment ça va pas arriver. Alors maintenant, 15 000 exemplaires vendus, plein de gens qui m'envoient des emails tous les jours, j'ai encore eu personne qui me dit non, les chiffres que vous donnez dans la première partie sont faux. Alors parfois on me donne des solutions partielles ou en disant voilà, il y a les algues bleues pourraient remplacer le pétrole. Ouais, il faut voir si on arrive à faire ça à l'échelle industrielle. Mais enfin, j'ai pas eu d'objection fondamentale sur ce qui nous provoque, c'est ce qui nous amène l'effondrement. Dans la deuxième partie, qui est l'effondrement lui-même, sur la réaction des gens, personne ne m'a dit non mais vous en faites pas, les gens sont gentils, ils vont simplement, le jour où ça va s'effondrer, ils vont se faire des bisous les uns les autres, et ils vont tous se mettre ensemble avec la bonne volonté pour reconstruire. Personne ne m'a dit ça, parce que c'est juste hallucinant de pouvoir imaginer ça. Mais au Japon, oui, mais c'est le Japon, vous avez raison, mais au Japon, c'est le Japon. C'est vrai que je le dis dans l'introduction du livre, et ça c'est important à dire, que c'est un livre qui est européocentrique.
parce qu'il y a déjà des livres aux États-Unis et qu'en fait, il n'y en avait pas du tout en Europe qui parlaient de ce sujet. Donc clairement, j'assume d'avoir une approche culturocentrique par rapport à l'Europe. Et c'est vrai que ce que je décris, c'est un peu l'attitude de l'occidental européen. Et je pense que, par exemple, les Russes s'en sortiront bien. Les Chinois, je ne sais pas, possible. Les Japonais, certainement, ils vont, entre guillemets, bien s'en sortir d'un point de vue social. Je pense. En France, c'est la catastrophe. Ah, je pense que c'est la catastrophe en France. Enfin, comme la catastrophe sera forte en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Hollande. Et je précise, c'est pas la composante ethnique. Parce que souvent les gens disent ouais, vous dites ça parce que vous êtes raciste. Non, 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 ça n'a rien à voir. Parce que je pense que, et je pense que la plupart des Français s'en rendent compte, qu'il y a une certaine culture qui a été créée par l'immigration massive en mélangeant une certaine population française et une certaine population qui est immigrée. Pas tous, l'immense majorité, elles veulent juste travailler et s'occuper de leur famille, évidemment. Mais je pense qu'on a créé un environnement où on a pris le pire de la culture européenne locale ou française, et on a réussi, je ne sais pas comment, à sortir le pire de la culture d'origine des gens qui sont venus. Alors que l'idée, c'était de trouver le mieux. Maintenant, on a trouvé le pire, et qu'on est en train de, on a créé, en rajoutant dessus un consumérisme effréné, en fait, un mélange explosif parfait. Et que ça amène une jeunesse désœuvrée, sans espoir, qui devient violente. Parce que justement, c'est un mélange vraiment détonnant. Et ce n'est pas, et moi je dis toujours, j'ai souvent des débats assez houleux, et d'ailleurs les seuls qui me détestent vraiment dans mon discours, c'est assez marrant, c'est des gens, les ultra extrême droite. Parce que justement, ils me considèrent trop tolérant. Et moi, je dis ce que je pense. Je suis désolé si je plais ou plais pas. Je m'en fous. C'est pas mon projet de plaire ou de pas plaire. J'essaie de dire ce qui me semble être la réalité. Mais je pense justement que il y a des super compétences chez plein de gens et qu'au contraire, d'ailleurs, une partie de la population immigrée, elle a une énergie que nous n'avons pas ou que collectivement l'Européen a perdu parce qu'on a été lobotomisé / émasculé par une certaine culture qui est présente aujourd'hui. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a une culture extrêmement brutale qui s'est créée. Et moi, je dis toujours Kevin Mouloud, mais c'est Kevin aussi, hein, c'est pas parce que les gens ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Kevin de banlieue, il est Kevin de banlieue, c'est pas aussi. Enfin, je dis banlieue, on parle toujours des racailles de banlieue, mais enfin, il y a des racailles des beaux quartiers qui sont tout aussi dérangés mentalement que d'autres. Donc, ouais, je pense qu'en Europe, on est soit au début d'un renouveau, ou soit à la fin d'un long suicide, mais qu'on va passer par le chaos pour savoir où ça va. Alors ça, c'est en fait très intéressant. Est-ce que le chaos qui va amener va être accentué ou en partie provoqué? Je pense que pour l'immense majorité, c'est juste comme ça. C'est pas du tout un truc qui est provoqué. C'est mon avis. Hein. Je sais que certains pensent que tout a été planifié depuis un siècle. Ça fait au moins depuis les années 60 qu'on conçoit que réellement on a des chiffres qui montrent que autour des années 2000, on va arriver vers une grosse pénurie de pétrole. Alors il se trouve qu'ils se sont trompés d'une bonne quinzaine d'années, puisqu'on est en train de... Clairement, on est en 2010 et le pic de pétrole, on pense maintenant être assez sûr qu'on l'a atteint entre 2006 et 2009. Et aujourd'hui, on est dans une phase relativement de décroissance qui est en train de s'accélérer, donc de la production de pétrole. Oui, il y a des gens qui se préparent depuis longtemps. Il y a la mouvance survivaliste, si on veut, elle existe depuis les années 50, au moins aux États-Unis, un peu plus récemment ici. Et puis, on voit aussi que c'est possible que ce chaos amène des solutions de contrôle extrêmement dures. Donc il y a tout à fait un scénario très possible de durcissement du contrôle des populations par le chaos, par la crise, qui, à mon avis, est clairement en place et qui va se mettre en place. Maintenant, moi, c'est là où encore je suis optimiste, c'est que je pense que ce système a besoin de revenus pour vivre, parce que ces forces de répression, que ce soit la police ou des mercenaires ou de l'armée, ils ont besoin d'être payés, ils ont besoin d'avoir des revenus, ils ont besoin donc que cet État gagne de l'argent, mais l'économie s'effondrant, il risque d'être totalement dépourvu de revenus, et donc lui aussi il va s'effondrer. Mais enfin, c'est possible qu'on passe par une période de dictature, pas comme maintenant, c'est-à-dire une dictature très soft et très avec un peu
un peu de camouflage démocratique par-dessus. Mais je pense qu'on peut aller vers une dictature très très dure. Bah, c'est possible. Maintenant, là, je vous ai parlé d'un des facteurs clés, enfin, plusieurs facteurs clés qui sont l'énergie liée au pétrole et puis l'écologie. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai que on peut espérer, et on peut espérer, mais à mon avis, ce n'est pas la bonne stratégie de survie, de l'espoir. L'espoir, ce n'est pas une bonne stratégie. Comme on le dit d'ailleurs dans les entreprises, lorsque vous êtes un commercial et que vous dites j'espère que je vais vendre ce client, généralement votre chef, votre responsable de vente, il va vous dire que l'espoir, ce n'est pas une très bonne stratégie de vente ou de quoi que ce soit. Il faut être sur des faits concrets pour établir des stratégies. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans un scénario de déclin progressif, mais qui est en train de s'accélérer. Et je pense que d'ailleurs le catalyseur de l'effondrement va être, et ça c'est l'ironie, c'est quelque chose que l'on a fabriqué nous-mêmes, comme des grands, c'est justement l'effondrement de la finance mondiale. Ça va précipiter, dans le sens premier du terme, ça va précipiter toute cette convergence d'immenses problèmes qui sont en train de nous arriver dessus en ce moment même. Alors, en préambule à la réponse à cette question, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que lorsqu'on va avoir un effondrement économique, comme je parlais de différences culturelles, etc., la question, c'est comment est-ce qu'on va réagir? Parce qu'au fond, si tout le monde réagit comme les Japonais ont réagi lorsqu'il y a eu le tsunami l'année dernière, finalement, en manière ordonnée, coordonnée, où finalement on s'organise pour que ça se passe bien, bah, l'effondrement économique n'amène pas le chaos social et le chaos tout court, et la violence, etc. Maintenant, introspectivement, si on regarde autour de nous dans nos villes occidentales, on se rend compte qu'on a créé des cultures. C'est comme ça, on peut aller dans les raisons et le pourquoi et le comment, mais on a créé des cultures d'égoïsme, de manque d'empathie, où on ne pense qu'à soi-même et on veut tout de suite. Et la combinaison de cette culture globale qui est extrêmement égoïste, extrêmement hédoniste, elle va se transformer lorsque justement il y aura un manque et une pénurie en extrême agressivité. On le voit aujourd'hui, il n'y a pas forcément plus de crimes aujourd'hui que dans le passé, mais ils sont beaucoup plus violents, avec une violence gratuite qui frôle, qui est limite la torture, qui est limite torture. Et ça, on le voit dans les rapports de police que c'est beaucoup plus fréquent. Mais c'est ce manque d'empathie qui nous transforme en une société de psychopathes. Et c'est cliniquement, on a une société malade au point de vue psychiatrique, enfin, vraiment grave et lourdement malade. Donc ça, c'est important à le dire parce que ça va nous permettre de comprendre justement comment on bâtit ce lien social. Moi, je pense que les gens, en ont besoin. Les gens sont habitués à être durs, à ne pas se parler, à être impolis, etc. Mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils en ont besoin. Donc, dès maintenant, effectivement, c'est avant que ça doit se construire, parce qu'après, on fera encore moins confiance aux gens. Quand vous allez avoir des inconnus qui s'approchent de votre seule source de nourriture ou d'eau pour vous et vos enfants, vous n'allez pas exactement les accueillir comme aujourd'hui vous accueillerez quelqu'un qui s'est perdu et qui s'approche de votre maison pour demander un chemin. Il y a de fortes chances que vous mettiez en place une procédure pour faire en sorte d'identifier la personne et le moindre errement dans la procédure, donc je parle d'un monde où les lois n'ont plus cours, évidemment, amènera de votre part une réponse violente à une potentielle agression. Parce que vous serez stressé, vous aurez encore moins confiance qu'aujourd'hui. Donc ce lien social, il doit se travailler aujourd'hui. Et ça commence par des petites choses qui vous sembleront peut-être évidentes, mais c'est la politesse, le respect, ne pas couper la parole aux gens quand ils parlent, des choses qui sont complètement anodines en réalité, mais que l'on a oubliées. Et on parlait tout à l'heure avant l'interview, mais c'est intéressant de le redire, à quel point, moi je suis, parfois, venant de Suisse, où on a un environnement relativement poli, et relativement, où les gens se parlent avec un certain respect, bah c'est évident, on est tous armés, donc forcément ça force à être un petit peu mettre beaucoup d'eau dans son vin dans nos discussions. Je suis toujours étonné en France à quel point tous les sujets sont polarisés, un peu comme les États-Unis. Ça s'est vraiment empiré. Je me souviens d'il y a 10-15 ans, ou ouais, même dans mon enfance en France, lorsque l'on parlait de politique ou autre, on pouvait s'engueuler, mais en fond, c'était pas les insultes, c'était pas l'ostracisme direct, et c'était pas la pensée unique.
Et tout ce qui n'est pas dans la pensée unique, c'est forcément de l'extrémisme, du fascisme ou n'importe quelle étiquette que l'on a envie de donner. Je suis vraiment étonné de voir à quel point tout est polarisé. Si vous n'êtes pas avec un, vous êtes contre l'autre. Et cette guerre de tous contre tous, c'est aussi le résultat de notre culture, c'est aussi le résultat d'une polémisation à l'extrême de tout ce que l'on fait. Et c'est le résultat d'un certain système économique, de marketing, etc., forcément. Mais ça impacte la création de ce lien social. Alors ce lien social, c'est fondamental, vous devez le recréer. Et ces liens, ils vont être basés sur un vrai échange, sur des vraies relations de confiance, sur probablement des rites de passage communs qui ont disparu, on n'en a plus aucun. Qu'est-ce qui fait... Aujourd'hui, on parle d'intégration, mais qui a envie de s'intégrer dans notre monde? Moi, je comprends des gens qui débarquent en Occident, qui voient ce qu'on voit à la télévision, dans les affiches. Pour vendre des chaussettes, on met des nanas à poil dans les trucs. J'ai pas envie que mes enfants vivent dans ce monde. Donc, je peux comprendre qu'une personne immigrée récente, moi-même, je suis immigré, puisque je suis italien d'origine et je suis devenu suisse, mais je peux comprendre que quelqu'un qui débarque aujourd'hui, on lui parle, on lui fait un certain blabla sur la démocratie, la laïcité, tralalala, mais dans les faits, il n'y a rien, et au contraire, c'est un monde de consommation, c'est un monde de marketing. Alors, moi, je ne veux pas mettre de valeur morale dans mon discours, mais enfin, c'est compréhensible que quelqu'un qui vient d'une société plus traditionnelle, qui marche, n'a pas envie de s'intégrer dans un monde comme ça. Donc, il n'y a plus d'identité commune, et le manque d'identité commune va être catastrophique lorsque ça va aller mal. Vous savez, les Russes ont un proverbe qui est le suivant. Le pessimiste apprend le chinois, l'optimiste apprend l'anglais, le réaliste apprend à utiliser une Kalachnikov. Moi, je crois que je suis malheureusement réaliste. Et ce que j'explique dans mon livre, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas une... Moi, j'espère que j'ai complètement faux. J'espère que ça n'arrivera pas. Parce que ça veut dire des millions de morts. Ça veut dire des millions de morts en France. Ça veut dire l'effondrement, c'est-à-dire la fin de l'effondrement de l'Occident. Et il y a quand même des choses bien dans l'Occident. Il n'y avait pas que des conneries, il y avait des trucs vraiment bien. Mais malheureusement, c'est en train de s'effondrer. Et s'effondrer pour aller vers le chaos. Mais en même temps, je pense qu'au fond, et ceux qui ont lu le livre s'en rendront compte, surtout vers la fin du livre, qu'en fait, il y a en réalité de l'espoir et que je suis optimiste. Je suis optimiste que si nous, et c'est pour ça que j'écris ce livre, c'est pour ça que je sors du bois en montrant mon visage, alors que je préconise la discrétion dans la préparation. Si vous êtes suffisamment nombreux à être prêts, d'une part, vous n'allez pas paniquer, donc vous allez mitiger les effets de la crise. Puisque vous êtes prêts, vous n'allez pas être un prédateur, ou simplement vous n'allez pas paniquer comme un poulet auquel on a coupé la tête et qui tourne dans tous les sens en paniquant, etc. Ensuite, vous allez être suffisamment nombreux à être prêts et vous allez être le socle culturel, génétique, peu importe, pour rebâtir le monde de demain. Et ce qui est très intéressant, c'est que je rencontre des bases autonomes durables qui sont en train de se former et qui sont plus ou moins avancées. Je vois des bases autonomes durables de nationalistes identitaires, français. Je vois des bases autonomes durables communautaires, musulmanes, juives, religieuses, catholiques. Ces gens ont décidé qu'ils ont des éléments communs qui font que, voilà, ils se font confiance et ils vont bâtir ce projet. Et que demain, et moi je pense que lorsque le monde de demain va retomber sur ses pattes, on sera moins nombreux. Mais lorsqu'il va retomber sur ses pattes, eh bien ces gens-là, ils auront traversé des moments tellement difficiles que justement leur identité, leur lien commun sera d'avoir passé cette période difficile. Et qu'ils vont en fait passer en deuxième plan ce communautarisme qui fait justement la création de leur base autonome durable. Et puis bon, il y en a beaucoup qui sont simplement parce qu'ils ont envie, comme moi, j'ai aucune approche communautaire dans ma base autonome durable et dans la vallée où je suis installé. Mais enfin, je pense que ceux qui vont s'en sortir, ils vont vraiment avoir la motivation et le respect mutuel d'une identité commune pour rebâtir une civilisation. Et moi, j'espère que cette civilisation, elle sera plus cohérente, elle sera plus saine, dans le sens de ce qui fonctionne. Pour moi, l'aspect moral m'importe peu. Pour moi, c'est très binaire. Dans la vie, il y a ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est bien. Ce qui ne fonctionne pas, c'est pas bien. C'est tout.
Et quand on me dit, quand on parle, alors on peut mettre par-dessus droits de l'homme, tous ces machins, etc. Ok, très bien, on peut mettre de la poudre de perlimpinpin, on peut mettre des concepts sur les choses. Mais à la fin, ce qui compte, c'est ce qui marche. Aujourd'hui, nous arrivons dans un monde où toute notre philosophie, tout le fondement de notre monde moderne ne marche plus. C'est pas moi qui le dis, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui, il y a un siècle, à l'extrême gauche, des Proudhon, à l'extrême droite, des... le nom m'échappe tout d'un coup. Enfin, Alexandre Watt aussi, beaucoup des Evola par exemple, ils avaient compris que le monde ne fonctionnait pas. Alors peu importe l'idéologie qu'il y a derrière, enfin, ça c'est peu important aujourd'hui. Mais clairement, on est dans un monde qui ne fonctionne plus. Et c'est pas par hasard que nous sommes remplis de dépressifs, de gens qui sont aliénés par leur métier, par leur travail, qui ne sont pas heureux, ou qu'on a autant de suicides dans le milieu professionnel. S'il y a bien un endroit sur lequel, une chose pour laquelle il ne faudrait pas se suicider, c'est nos collègues et notre environnement de travail. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? La seule chose qui compte, c'est nos familles, nos amis, la bonne bouffe, de vivre la vie intensément. Ben non, les gens, ils se sont mis dans une boîte et ils sont tellement déprimés à cause du boulot et à cause du mode de vie que l'on a, qu'ils se suicident. Absurde. Et ben voilà, ça arrive. Donc, ce monde est malade et est en train de mourir, est en train de finir. Pas parce que c'est moral, on s'en fout. C'est parce qu'il n'y a plus la source énergétique, il n'y a plus les cohésions qui font qu'on va s'en sortir sous la forme actuelle. Mais on retrouvera d'autres formes. Et dans ce sens-là, moi je pense qu'en fait je suis optimiste. Alors la préparation, elle est tout d'abord de se désintoxiquer des sources d'informations classiques pour en fait se nettoyer la tête de toutes les informations erronées et fausses que l'on nous donne et qui notamment incluent une illusion de sécurité. Nous pensons que nous sommes sûrs parce qu'on nous a expliqué que, bien sûr, il n'arrive rien, les gens craignent la police et la loi, donc rien ne va arriver. Mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons le ventre plein, nous sommes nourris tous les jours, les supermarchés sont pleins, il n'y a pas de crise de logistique, de chaîne logistique. Enlevez la nourriture, le chauffage, et vous allez voir à quel point les gens qui ont faim et froid vont se révéler capables de tout pour se nourrir. Et quand je dis tout, c'est de toutes les malveillances et toutes les violences. Donc, d'abord comprendre la nature de la crise qui arrive. Ensuite, il faut bien poser l'équation. Sans langue de bois, sans ornière, de vraiment voir tous les problèmes et de savoir bien définir la problématique, sans avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, quitte à se tromper. On peut ensuite mieux étudier le problème et mieux comprendre. Mais on doit comprendre ce qui arrive. Si vous ne comprenez pas ce qui arrive, vous allez mal vous préparer. Alors, deux des erreurs classiques, justement, des gens qui se préparent, c'est de se focaliser sur un scénario particulier. Je ne sais pas, la guerre civile, ou alors la catastrophe naturelle, ou alors la guerre nucléaire, et d'être focalisé là-dessus. Ça, c'est typiquement l'erreur, parce que cet événement-là va probablement pas arriver exactement de la manière dont vous avez prévu, et donc il faut se préparer d'une manière beaucoup plus générale et beaucoup plus, à mon sens, hein, c'est mon avis tout ça, beaucoup plus ouverte et polyvalente. Deuxième grande problème de préparatif classique, c'est celui qui veut être prêt à tout. Il veut être prêt à tous les scénarios possibles, imaginables. Mais en fait, comme la liste elle est immense et extrêmement longue, vous allez juste soit devenir complètement paranoïaque, et en plus ça va vous coûter très très cher d'être prêt pour tout, soit vous allez vous perdre. Et probablement que les crises à venir vont être des mélanges de différents scénarios. Et souvent, ces gens-là, je trouve qu'ils sont souvent influencés par le cinéma qui nous montre certaines crises forcément de manière spectaculaire. Mais vous savez, la réalité, c'est que les crises, on les connaît, on en a eu pas très longtemps. L'effondrement de l'Union soviétique, la guerre en Yougoslavie, le Rwanda, la Tchétchénie, l'Irak. Il y a énormément de mélanges. En Irak, vous avez eu la guerre, l'occupation étrangère, des crises alimentaires, des crises sanitaires, la guerre civile, tout ça mélangé. Donc, il faut bien étudier comment ça fonctionne. Mais évidemment, ce sont des crises locales. Alors, comment est-ce qu'on se prépare? Mais moi, je pense qu'il faut préparer tout d'abord un endroit où on va pouvoir créer de la sécurité. Et la sécurité, elle ne peut venir, à mon sens, que si vous êtes enraciné à un endroit où vous allez dire, voilà, à l'intérieur de ce périmètre, je n'accepterai pas la violence. Je me battrai, je ne vais pas fuir. Parce que vous ne pourrez pas fuir toujours. Et si vous êtes mobile, nomade, ou que vous fuyez,
vous n'aurez que ce que vous pouvez, a priori, transporter sur vos 2 épaules et vos 2 jambes. Parce qu'il faudra oublier les voitures, les 4x4 avec de l'essence, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, en gros, vous aurez 20 ou 30 kilos de matériel sur vous. Ça va être très, très difficile d'organiser la survie dans la forêt, déguisé en buisson, comme dirait mon ami Vol West, avec vos 20 kilos de matériel. Bon, au bout d'un moment, vous arrivez à une limite. Moi, ce que je préconise, c'est un endroit où vous allez être fixe. Ça peut être très petit, ça peut être très grand en fonction de vos moyens. On va voir, souvent on me pose la question comment je fais quand j'ai pas de moyens, j'ai pas de sous. En fait, on peut très bien commencer tout petit. Et en fait, ce concept, c'est ce que j'ai repris une expression, un concept qui s'appelle la base autonome durable. C'est-à-dire que vous allez être fixe, donc une base, vous allez développer de l'autonomie, et puis durable, parce que vous ne savez pas combien de temps va durer cette crise. Est-ce que c'est une crise de quelques semaines? Ça m'étonnerait. Est-ce que ça va être 6 mois, 2, 3 ans? C'est bien possible. Ou est-ce que ça va être des décennies ou plusieurs générations? Je ne le pense pas et je ne l'espère pas surtout. Mais enfin, il faudra être autonome dans la durée. Donc ce concept s'imbrique. Si vous imaginez bien, si vous êtes autonome mais pas durable, vous n'allez pas durer longtemps. Si vous êtes durable mais pas autonome, ça va être difficile. Et si vous n'êtes pas fixe, vous allez pouvoir ni être ni autonome ni durable. Et donc, dans ce cadre-là, pour moi, il y a 7 éléments essentiels que j'explique dans mon livre, assez dans le détail, qui sont l'eau, la nourriture, l'hygiène et la santé, l'énergie, la connaissance, ensuite la défense et le lien social. Et ils sont totalement, en fait, indissociables et complémentaires. Et il est, à mon avis, impossible de réussir sans être équilibré dans la préparation. Je vois des gens qui sont parfaitement organisés au niveau de leur potager, de leur filtrage et de leur purification d'eau, et qui ont leur production de nourriture dans la campagne, par exemple, très 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 bien. Mais simplement, ils ont une approche naïve de la nature humaine, et ils disent non, mais on ne sait pas se défendre. Bon, ben, durée de vie, 3 heures. Le jour où des types débarquent en disant, ben voilà, on veut cette nourriture, voire on va tuer les habitants de la ferme pour s'en approprier, c'est fini. À l'inverse, il y a des gens qui sont totalement préparés de manière déséquilibrée sur la défense. Collection d'armes fantastiques avec des trucs hallucinants, des stocks de munitions à n'en plus finir, mais qui n'ont pas d'eau, pas de nourriture, etc. Eux-mêmes vont être inévitablement transformés en prédateurs, puisqu'ils n'auront pas à manger. Et donc, en tant que prédateurs, tôt ou tard, ils vont tomber sur quelqu'un de mieux organisé qu'eux, et ils vont être éliminés. Donc, ce n'est pas une bonne solution non plus. C'est une solution trop à court terme. Il faut couvrir ces 7 éléments, et le plus important, c'est le lien social, évidemment. On en parlera. Mais ces 7 éléments permettent d'être prêts de manière équilibrée, de manière durable, vraiment et c'est pas évident. Moi-même, je fais ça avec ma ferme, avec plusieurs amis. C'est un travail très long, très difficile, parfois coûteux, ça dépend. On peut remplacer l'argent fait gagner du temps, bien sûr. Mais l'argent n'est pas l'élément le plus important. C'est beaucoup de travail et de savoir-faire. Bien sûr, alors 2 choses. Vivre en ville, ça ne veut pas dire ne pas avoir de moyens. Vivre en ville, c'est un choix ou une nécessité. Et clairement, la base autonome durable urbaine, elle est possible. Elle sera difficile, mais elle est possible. D'ailleurs, ce sera le thème du prochain livre que j'écris avec Wall West, sur comment survivre dans un milieu urbain. Et clairement, les 7 éléments vont se décliner de la même manière, mais avec des différences. D'ailleurs, il y a parfois des avantages à être en ville. Vous allez plus facilement avoir la possibilité de trouver des médecins dans un environnement urbain qu'à la campagne où il n'y en a pas. Il n'y en a pas déjà aujourd'hui, ou très très peu. Donc alors ça, c'est typiquement un exemple d'être dans une ville. Le lien social, il va être aussi plus facile à mettre en place si vous commencez déjà aujourd'hui en ville, puisqu'il y a plus de gens, vous allez trouver des compétences plus proches de vous, etc. etc. Et puis, vous pouvez, un quartier, ça se barricade, ça se défend, un immeuble, ça peut se défendre, etc. C'est plus compliqué pour la nourriture, l'eau, ça devrait aller, mais enfin, le lien social est ce qui permet à la ville de réussir. Ensuite, sur les moyens. C'est sûr que dans la vie, il vaut mieux être fort que faible, beau que moche, riche que pauvre, a priori. Maintenant, toute chose étant égale par ailleurs. Alors, quand on se prépare, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de moyens? Alors, il y a 3 manières de répondre. La première, c'est de faire une introspection par rapport à qu'est-ce qu'on entend par les moyens, qu'est-ce qu'on entend par qu'est-ce qui est cher ou pas cher. Il y a des gens qui me disent, oui, mais j'arrive pas à me préparer, ça me coûtera trop cher, etc. Et je dis, mais bon, c'est où que tu dépenses ton argent?
C'est quoi ta passion? Il me dit le tuning de voiture. Bon, ok. Donc tu dépenses combien en tuning de voiture? Ah bah je sais pas, je dépense 300 ou 400 euros par mois. Bon bah voilà, tu as trouvé 300 ou 400 euros par mois. Ensuite, c'est un choix. Tu veux continuer à faire le tuning de ta voiture ou tu veux vivre? Ou tu veux survivre? Toi et ta famille. C'est un choix. La survie est un choix. Alors, ça veut dire peut-être plus de sorties au cinéma, pirater les films sur Internet à la place. Ça veut dire moins de dépenses, moins de sorties, être plus intelligent dans l'acquisition de sa nourriture. Justement, en devenant autonome, on va économiser de l'argent, etc. Il y a énormément de... Moi, j'ai divisé mes coûts de vie par 4 en vivant dans ma ferme. J'ai ma nourriture, etc. Enfin, en grande partie. Pas encore 100%, mais on y arrive. Alors, ça, c'est un premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est que l'argent fait gagner du temps, certes, mais il peut aussi polluer l'esprit. Moi, je fais du consulting avec des gens assez fortunés qui, eux, pensent que voilà, l'argent va résoudre les problèmes. Parfois, j'ai des questions absurdes du genre, j'ai pas envie de suivre toute la procédure de la loi, par exemple en France, pour obtenir des armes à feu. Et ils me disent, mais est-ce que je pourrais aller acheter des armes directement? D'abord, non, on doit suivre la loi, on doit respecter la loi parfaitement aujourd'hui. C'est surtout pas le moment de finir en prison aujourd'hui, parce que si vous êtes en prison pendant qu'il y a l'effondrement économique, c'est autre chose que d'avoir des petits problèmes sous la douche. Ça va être peut-être les gardiens qui vous abattent directement, ou simplement on ferme la clé puis on vous laisse mourir de faim. Donc, bon, petite parenthèse sur la prison. Ensuite, donc l'argent est parfois pollueur. On pense qu'on va pouvoir acheter des choses, or c'est du savoir-faire qu'il faut acquérir. Et le savoir-faire, il s'acquiert par le travail. Je dis toujours, voilà, une femme fait un enfant en 9 mois, mais avec 9 femmes, vous n'allez pas faire un enfant en 1 mois. Bon, c'est sympa d'essayer, hein, mais vous n'allez pas réussir à le faire en 1 mois. Donc il faut le temps qu'il faut, c'est comme ça. Et donc se préparer plus par les savoir-faire et le travail. Et puis, troisième volet de l'argent, ben, faites en fonction de vos moyens. Il n'y a pas besoin d'imaginer la vie de château dans un manoir avec 50 hectares de terrain autour de vous. On peut très bien imaginer un petit potager, une petite maison, d'ailleurs qui coûtera très peu dans un environnement rural. Vous avez la chance dans votre magnifique pays qu'est la France d'avoir énormément de zones qui ont été désertifiées par l'exode rural déjà depuis un siècle, qui aujourd'hui sont disponibles, qui permettent d'avoir des petites maisons pas très chères. Et puis surtout, pourquoi pas de se grouper avec des amis, des gens qui partagent votre point de vue, avec qui vous faites confiance, ça va être la difficulté. Dans un monde très hédoniste et égoïste, ça va être difficile de trouver des gens à qui on peut vraiment faire confiance. Et donc réussir à plusieurs, pourquoi pas, de monter une BAD en commun, où chacun vient avec un petit capital, ou des compétences, ou des savoir-faire. Ou encore, il y a la solution d'aller trouver des gens qui, eux, ont de l'argent et des capitales, mais peu de compétences utiles. Parce que vous pouvez, si ça se trouve, vous êtes un très grand avocat, vous gagnez très très bien votre vie, mais vous ne savez rien faire. Vous savez juste parler. Bon, bah, vous n'allez pas aller très loin. A priori, le monde de demain réserve pour vous une place dans une échelle sociale faible, très très basse. En revanche, vous avez de l'argent, donc vous allez peut-être vous associer avec des gens qui ont des compétences qui sont utiles, menuiserie, maçonnerie, un ancien militaire qui sait se défendre, qui sait former les autres, etc. Et ensemble, vous allez faire l'équipe qui va réussir à mettre en place une base autonome durable qui fonctionne. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Ce que j'explique ici, il y a une partie qui est bien sûr théorique, vous devez tendre vers cette, entre guillemets, perfection, mais en réalité, concrètement, il y a des gens qui le font, il y a des gens qui l'ont déjà fait depuis de nombreuses années, je ne suis pas de loin pas le seul, et le succès du livre montre que, et le retour que j'ai de la lecture et de gens qui se préparent, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont fait déjà cet effort et qui mettent en place des bases autonomes durables. J'en ai répertorié au moins une 50aine en France déjà maintenant, et probablement il y en a 4 ou 5 fois plus que je n'ai pas encore... Quand je dis répertorié, c'est que je n'ai pas l'adresse, hein, venez pas chez moi pour avoir la liste, mais je ne l'ai pas. Mais simplement, voilà, je sais qu'en gros, dans la région nantaise, il y en a 4 ou 5. En gros, dans la région marseillaise, il y en a que 3 ou 4 dans la campagne, etc. Je ne sais pas exactement où, mais voilà. Et d'ailleurs, elle commence à se mettre en réseau, ce qui sera la prochaine étape, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est prêt, une fois qu'on a développé un lien social autour de soi, aussi mettre en place ces sortes de liens qui vous permettent d'avoir du renfort, d'avoir du commerce même, de l'échange. Ce lien qui va être en fait indispensable, d'une part pour bien survivre, mais aussi pour redémarrer et reconstruire après. Je crois que c'est le projet, de toute façon c'est le projet économique qu'on a pour vous. Qu'on soit très très simple, mais en gros...
Mais vous avez totalement raison. Vous avez dit deux choses importantes. D'abord, oui, la simplicité. Je pense qu'on vit tous largement au-dessus de nos moyens énergétiques, de toute façon, encore plus que les moyens financiers. Donc il faut que l'on apprenne à vivre de manière simple, de manière humaine, c'est-à-dire que les liens avec les gens, c'est plus important que la bagnole dans laquelle vous roulez, la marque de fringues que vous avez, etc. Et qu'en fait, vous allez apprendre à avoir cette simplicité volontaire qui vous permettra de vivre bien. Deuxième mot que vous avez utilisé très justement par rapport à la ville, les rapports, ils doivent se faire maintenant. Ils doivent se mettre en place maintenant avec vos voisins. Et c'est un sourire, c'est un bonjour. Enfin, moi, je déplore qu'on ait oublié et qu'on soit dans une impolitesse persistante et constante. Ça commence avec des choses simples comme ça, vraiment. Ce lien entre les gens, cette réhumanisation de nos sociétés, c'est notre responsabilité à tous. Mais enfin, quand je dis ça, ce n'est pas simplement pour faire le bisounours. Concrètement, il y a des techniques. Je donne des exercices dans le livre, je donne 2-3 exemples sur comment on peut se remettre dans cette attitude-là. C'est des petites choses, mais il y a des choses importantes à mettre en place. Et ensuite, ces 7 éléments, il faut les travailler. Mais certainement, vous avez raison, la simplicité volontaire, elle est nécessaire. Ça dépend de l'intensité de la crise. Souvent, on me pose la question, est-ce que je dois, finalement, puisque ça va être l'effondrement, autant que, yallah, j'emprunte à mort tout ce que je peux maintenant et je ne rembourserai jamais. Sauf qu'on n'est pas sûr de la rapidité et de l'intensité de l'effondrement. Puis ça se trouve, c'est pas immédiat. Ça se prendra un certain temps. Et lorsque vous avez de la dette, il faut la payer. Parce que tant que ce n'est pas l'effondrement total, si vous ne la payez pas, il y a l'huissier qui va venir et ils vont vous la prendre, votre maison. Puis c'est tout. Et il n'y a pas de oui mais non. Si t'es pas d'accord, on amène la police. Et c'est fini. Et vous êtes à la rue demain. Enfin, ça va très très vite. Donc, soyez très attentifs. Moi, l'idéal, alors beaucoup de gens vont me dire, oui, mais c'est pas possible, etc. Enfin, je vous dis l'idéal, ensuite, à vous de faire comme vous. L'idéal, c'est si vous empruntez, c'est d'avoir en fait en or et en argent l'équivalent de ce que vous empruntez en cas où. Donc, s'il y a une crise lente, il y aura une appréciation de cet or et de l'argent qui vous permettra de rembourser éventuellement, si vous perdez votre travail, et je crois qu'on va tous finir par le perdre à terme, vu ce qui arrive, eh bien, vous allez pouvoir rembourser l'organisme qui viendra vous demander des comptes. Ensuite, il se peut très bien que l'effondrement bancaire annule toutes ces dettes, et à ce moment-là, voilà. Alors souvent, ça dépend aussi où vous êtes. Typiquement, alors il y a aussi un autre cas de figure qui est intéressant. C'est quelqu'un qui développe sa base autonome durable dans un endroit qu'il a choisi, par exemple à la campagne, assez loin des villes, mais qui continue à vivre en ville parce qu'il est obligé d'être proche de son lieu de travail. Donc ça, c'est tout à fait aussi envisageable d'avoir en gros, je veux dire, le cabanon dans la forêt et en même temps être en ville. Et à ce moment-là, je pense aujourd'hui qu'il est mieux d'être locataire que propriétaire parce que l'effondrement économique va amener une pulvérisation totale de la valeur immobilière de tout ce qui existe en ville, dans l'immense majorité des biens immobiliers. Donc aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'une villa, dans une zone périurbaine ou d'un bel appartement en ville, profitez que ça vaut encore pas mal d'argent, vendez. Je le dis comme je pense, moi je vendrais totalement mes biens immobiliers dans un endroit urbain pour réinvestir ceci, quitte à négocier avec l'acheteur de louer à l'intérieur. Ça vous coûtera peut-être un tout petit peu plus cher par mois, mais ne perdez pas votre capital dont vous avez besoin en restant dans les villes. Du moins, c'est mon avis. Ensuite, faites ce que vous voulez. Mais... Chaque localisation a ses avantages et ses inconvénients. Alors, à la limite, la plus isolée qui m'a existé de voir, c'est quelqu'un qui a monté sur son voilier tout ce qu'il faut pour être relativement autonome, même au niveau de la pêche, donc la nourriture, et qui se dit, en cas de chaos, je prends mon bateau, je pars, et je vogue les océans pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, et je peux être largement autonome sur cette durée, et puis après, je trouverai bien un endroit tranquille et un port d'attache. Pourquoi pas? Moi, je vois quelques inconvénients à cette stratégie-là, mais enfin, chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Moi-même, j'ai une approche d'être enraciné dans une zone où il y a un lien social très très fort, mais en même temps, voilà, moi j'ai un désavantage, c'est que je suis à 50 km d'une centrale nucléaire.
Donc voilà, ça c'est un gros désavantage. Mais en même temps, j'ai une source d'eau, etc. D'autres ont d'autres choix. Et là, effectivement, être totalement isolé au fin fond de la forêt, pourquoi pas? C'est effectivement très efficace. On peut être largement autonome au fin fond des bois, enfin, pour peu que vous en trouviez en Europe qui soient relativement vides. Enfin, moi, je viens d'un pays en Suisse où on dit toujours ah, vous avez des belles montagnes. Ouais, mais on est comme ça dans les montagnes. Il y a des chalets dans tous les sens. Donc, probablement en France, vous avez encore beaucoup d'espaces totalement vides. C'est une option qui n'est pas du tout idiote, qui est au contraire intelligente. Maintenant, elle a des inconvénients, qui est effectivement ceux de ne pas avoir de réseau et de ne pas aussi avoir le renseignement, l'intelligence, dans le sens pas au niveau cérébral, mais le niveau de réseau. C'est-à-dire que vous allez difficilement savoir quand il y a un vrai danger qui s'approche, parce que vous n'avez pas des postes d'observation, des gens qui vont faire le relais. Bon, mais ça, on va un peu trop on va un peu loin dans la tactique. On n'effacera jamais les riches et les pauvres. D'ailleurs, le problème n'est pas tellement être très riche par rapport à une masse de très pauvres. Ça, c'est en fait une conséquence d'un problème plus lourd. Encore une fois, on parle de cohésion. Vous savez, quand les Grecs ont inventé Athènes, quand Athènes a inventé la démocratie, du moins de ce qu'on connaît, euh, la démocratie réelle, elle fonctionnait parce qu'ils avaient des choses en commun. Et que le riche athénien comme le pauvre athénien, à partir du moment où ils étaient citoyens, en fait, ils allaient se battre ensemble dans la phalange, donc c'est une unité militaire, où on est protégé de son propre bouclier qu'à moitié. L'autre moitié de son corps est protégée par son voisin. Lorsqu'on se bat de cette manière, avec sa lance, son épée et son bouclier, et que l'on doit sa survie à la discipline de l'ensemble, et notamment la protection de votre voisin, que votre voisin soit riche ou pauvre, qu'il soit beau ou laid, qu'il soit grand ou petit, votre voisin, c'est votre égal. Et donc vous êtes prêt à accepter qu'un homme, une voix. Vous êtes prêt à accepter la démocratie, parce que ça a du sens. Parce que vous avez ce lien commun fort. Si ça ne fonctionne pas, vous êtes mort. C'est basique dans notre... on a oublié tout ça, parce que nous sommes avec une couche de confort extraordinaire. Mais nous allons devoir redécouvrir tout ça. Donc en fait, la différence entre riche et pauvre, c'est pas simplement de la richesse, c'est que celui qui est très très riche, il en a rien à foutre de vous. Et d'ailleurs, celui qui est très très pauvre, il en a rien à foutre de celui qui est très très riche. Et c'est compréhensible, c'est comme ça, parce qu'ils vivent entre eux, il n'y a plus de service militaire, par exemple, qui les faisait vivre ensemble. Alors moi, je pense que le service militaire, il aurait dû évoluer au lieu d'être supprimé, il aurait dû évoluer vers autre chose. Mais enfin, en fait, une certaine oligarchie qui en a absolument... Mais depuis de nombreuses années, on ne parle pas de 10 ans, on parle de plusieurs siècles, hein, qui en a, mais rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Et ça, il faut se le mettre dans le crâne, que cette oligarchie, elle ne veut pas votre bien. Et les représentants de cette oligarchie sont les gouvernements, mais ce ne sont pas eux qui décident. Il faut vraiment qu'on le comprenne, et ça fait partie de la désintoxication des médias, et de ce dont je parlais au tout début de l'interview, et donc d'apprendre les informations par soi-même. Et je tiens à le dire, c'est pas... Moi, je ne crois pas dans les histoires de complots farfelus, mais il y a des complots. Par définition, lorsque j'ai encore jusqu'à récemment été membre de conseil d'administration d'entreprise, et je vous assure que on complote tout le temps. On complote pour faire plus de chiffre d'affaires l'année suivante. Est-ce que c'est être complotiste de dire ça? Non, mais c'est la nature humaine. Et lorsque vous êtes, depuis que vous êtes né dans un environnement où il n'y a que des riches comme vous, eh ben, vous pensez que votre mode de pensée, c'est le seul qui est valable, parce que forcément, vous êtes riche, donc c'est bien. Et donc, et même vous pensez que c'est bien pour les autres. C'est pas forcément malfaisant, c'est juste comme ça. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, ça n'empêche pas que derrière, il y a peut-être des gens malades, il y a des gens fous, certainement. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin non plus. Mais peut-être que je me trompe. Dans des complots ésotérico ou communautaires ou autres. Enfin, moi, je crois que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais pas trop aller dans ces domaines-là. On voit que le pic du pétrole a été intégré dans la réflexion géostratégique, notamment des États-Unis, et on pourrait même dire en fait, du gouvernement profond des États-Unis, si on veut vraiment comprendre qui dirige bien les États-Unis. C'est une longue discussion, mais en revanche, c'est clair que ça a été intégré dans les années 70. Et on voit des gens comme Zbigniew Brzezinski, qui a
théoriser une certaine stratégie et présence des États-Unis au Moyen-Orient. Alors, il y a toujours des gens qui disent oui, Israël a toujours été soutenu par les États-Unis. C'est faux, par exemple. On voit qu'Israël a été soutenu d'abord par l'Union soviétique, ensuite par la France et l'Angleterre, et seulement bien après par les États-Unis. Et que le gros du soutien à Israël, qui est clairement un pays clairement occidental au Moyen-Orient, il s'est fait vraiment à partir des années 70 et accentué dans les années 80, 90, après la guerre mondiale. Et clairement, les États-Unis interviennent au Moyen-Orient. On peut croire que c'est pour les beaux yeux bruns des Moyen-Orientaux. À mon avis, c'est plutôt pour ce qu'il y a dans leur sous-sol, parce qu'on ne les voit pas vraiment intervenir au Zimbabwe, parce qu'il y a une belle industrie du tabac. Non, ils sont en Irak, ils sont en Afghanistan, ils sont présents en Arabie Saoudite, etc. Bon, maintenant, ce n'est pas l'unique raison, mais c'est la grosse raison. C'est un mouvement vraiment très très intéressant que j'ai étudié pour mon livre. Je le cite d'ailleurs dans le livre. C'est un mouvement très très présent en Angleterre, en Allemagne, peu en France, bien que ça démarre, et qui préconise totalement l'autonomie et de transformer des zones plus ou moins rurales, mais aussi des zones urbaines, puisqu'il parle de villes en transition, et de les transitionner petit à petit, dans ce qui est possible, par l'effort des collectivités locales, en une économie locale et résiliente et indépendante des énergies carbone. C'est une excellente initiative et vraiment, je vous encourage, si vous voyez cette vidéo dans votre ville, renseignez-vous sur ce que vous pouvez faire avec vos maires, etc. Ça, c'est important. Ça va vous permettre de faire un changement concret dans votre ville et ça va vous permettre de créer le lien social puisque vous allez dialoguer avec les gens, vous allez communiquer. Et tout à l'heure, vous me parliez comment est-ce que vous pouvez convaincre vos proches. Si vous arrivez à vos proches en disant « ça va être la fin du monde, il faut que tu t'achètes une arme », dans notre culture aujourd'hui, ça va être difficile. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est de dire « nous devrions être plus indépendants, nous devrions être plus autonomes par rapport à l'énergie ». Personne n'est contre. Quand vous parlez d'écologie, même si ça représente 1% dans les élections, mais ça, on comprend pourquoi, dans le sentiment des gens, ce n'est pas 2%, c'est 100%. Ça m'étonnerait que vous allez dire à quelqu'un, écoute, ce serait bien qu'on ne pollue pas. Il va vous dire, oui, je suis d'accord. Ce serait bien que tu n'aies pas le cancer parce que tu manges de la merde. Il va vous dire, oui, je suis d'accord. Ensuite, ça va être difficile de changer son mode de vie. Mais enfin, vous allez pouvoir, en tout cas, conceptuellement et intellectuellement, le convaincre en parlant d'écologie. Donc moi, j'ai toujours l'écologie, c'est un peu le pied dans la porte qui va vous permettre de... Non pas une prise de conscience, parce que les gens s'en rendent compte. Je pense qu'il y a un concept de Orwell qui est dans 1984, qui est celui du double think, le double pensée. C'est-à-dire que vous êtes capable de croire à des choses que vous savez qui sont fausses. Ça, c'est quelque chose qui est clair dans le monde. Et souvent, dans les dictatures, c'est ça. Les gens savent que leur mythologie, elle est débile et qu'elle est fausse, mais ils y croient parce que c'est le seul moyen de fonctionner. Et aujourd'hui, la pensée unique, aujourd'hui, notamment en France, c'est très très fort. On voit bien que les gens ont un certain discours, mais qui est totalement faux, et ils le savent que c'est faux, mais en même temps, ils le tiennent. Et ils jouent le jeu de le tenir. Ben, c'est pareil, ça c'est le moyen de changer le processus et de l'inverser, c'est de dire, voilà, l'autonomie, c'est la liberté, l'autonomie, c'est manger sain, c'est de vivre sainement, et ça, on peut commencer maintenant. Il n'y a pas besoin de se mettre dans un bunker et attendre 10 ans le cataclysme et la fin du monde. Ça n'arrivera pas comme ça. Mais être autonome déjà aujourd'hui, et c'est ce que j'explique dans le livre, avoir en tout cas des sources alternatives d'eau, ne pas être simplement dépendant de votre robinet, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça peut partir, hein. Et ça arrive. Regardez, quand il y a un ouragan à Katrina, on ne sait pas ce qui peut arriver. Une grosse coupure électrique à Paris pendant 3-4 jours, vous allez comprendre comment l'eau n'arrive plus, et des réserves chez soi en cas où pour ne pas paniquer s'il y a un problème, etc. Ça, c'est pas cher. Tout le monde peut commencer avec quelques euros, ça commence pas cher, et c'est efficace. Et puis, ben voilà, ça mitigera les problèmes. Parce qu'après tout, encore une fois, je peux me tromper, si ça se trouve, on va juste continuer à être dans des économies un peu moribondes pendant des décennies avant que ça s'effondre vraiment. Et à ce moment-là, ben, ce sera Michel Drac qui a raison et moi qui ai tort. Parce qu'on est à peu près d'accord à 95%, mais moins d'accord sur lui est un vrai pessimiste, je le verrai tout à l'heure. Lui pense, Drac, excellent, il faut lire ses livres. Lui pense que
le système va durer bien jusqu'à 2030. Moi, je pense qu'en 2020, c'est cuit. Alors, ce sera le thème d'un troisième livre, puisque le deuxième sera comment on survit en ville. Le troisième livre sera un petit peu basé sur comment on va mettre en place les bases du monde de demain. Je me garderai bien de donner des valeurs morales d'ailleurs dans ce livre-là, mais simplement des techniques du genre comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants? Qu'est-ce qui est important dans l'éducation de nos enfants? Encore une fois, pas morale, technique, basique. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre à nos enfants pour le monde de demain, pour qu'ils soient prêts? Parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça. En fait, toujours, c'est le survivalisme ou la survie, au fond, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour pour nos enfants, pour les générations futures. C'est pas du tout un acte égoïste. Les gens disent oui, mais c'est égoïste de se cacher, de se préparer. Non, non, non. Je fais pas ça pour moi. Je fais ça pour les autres. Je fais ça pour les gens qui viendront après. Mes enfants d'abord. Alors maintenant, le réseau aujourd'hui. Alors je pense que cette mise en réseau, elle doit commencer aujourd'hui. C'est important de démarrer. C'est important de commencer maintenant. Chacun son combat, chacun son travail. Personnellement, je n'ai pas le temps de prendre le leadership, d'être meneur de cette initiative-là. D'une part, parce que je pense que ça ne doit pas être centralisé. C'est en fait une idée. Ce que j'explique dans ce livre, au fond, c'est un concept. C'est une idée que chacun adapte en fonction de ses moyens, en fonction de ses capacités, et que donc, à chacun de se lancer, et à chacun de faire son réseau. Et s'il y a un réseau de réseaux, tant mieux. Mais en fait, ça doit être viral, comme un virus. Ça ne doit pas être centralisé. Il ne doit pas y avoir un gourou. Moi, j'ai certainement pas envie d'être un gourou. Je pense que c'est à chacun, il y a des réseaux qui se mettent en place, il y a un réseau ici à Paris, il y a un réseau dans chaque département. Utilisez les outils qui existent encore aujourd'hui, que ce soit Internet, Facebook, etc., les réseaux sociaux, peu importe. Utilisez-les comme des outils pour aller du point A au point B, et quand vous n'en avez plus besoin, passez au vrai, passez au contact réel. Vous les jetez et puis vous les utilisez en base arrière, et vous allez vraiment au contact réel, parce que être à Toulon et être connecté avec quelqu'un de Nantes, c'est bien. Mais quand il y aura l'effondrement, celui de Toulon, il a intérêt à être connecté avec des gens de Toulon, et celui de Nantes, il a intérêt à être connecté avec des gens de Nantes. C'est dans ce sens-là qu'il va falloir faire des réseaux, dans une distance de 50-100 km maximum, parce qu'au-delà, pendant un certain temps, ça va être difficile. On ne va pas se balader, on ne va pas prendre la voiture et traverser la France. Ça va être juste trop dangereux et vraiment difficile. Donc, le réseau, il doit être local. Donc, et justement, ces bases autonomes durables que je rencontre, ce qui est génial dans les conférences dans lesquelles que j'essaye d'animer, que je fais un petit peu encore à travers la France, c'est que les gens se voient, se rencontrent, puis finalement ils se disent « mais finalement, t'as pas l'air d'être un malade mental ou d'un fou furieux ». Et si on se voyait, on se fait une bouffe, on va prendre un verre, puis on discute. Alors au début, on ne donne peut-être pas son vrai nom, on ne donne pas l'endroit où on a vraiment mis en place, parce qu'on se méfie. Mais au bout d'un moment, on se dit « allez, ok, on partage les informations, on se voit ». Et puis petit à petit, il ne faut pas viser 10 millions de personnes, il faut viser 3, 4, 5. Puis petit à petit se mettre en place. Alors, c'est vrai que c'est un risque. En même temps, le jour où ça s'effondre, je pense qu'ils auront d'autres priorités qu'aller chercher dans un bottin mon nom et de trouver où je suis. Et quand bien même ils seraient prêts... C'est un risque. C'est un risque. Alors, quand bien même ils seraient prêts et qu'ils aient réussi à la trouver, alors je ne lance pas un défi parce qu'elle est facile à trouver, mais bon, moi et mon village dans lequel je fais partie, et je vous assure, hein, je fais 1m85, je ne suis pas chétif, je suis le plus chétif de mon village. C'est des montagnards, ils transportent des troncs d'arbres de 100 kilos pour les monter dans leur camion. Enfin, c'est vraiment les gens rudes de la campagne. Bon, bah, il faudra venir, hein. Vous serez bien reçus. Mais enfin, en tout cas, au boulot et travaillez par vous-même. Mais en fait, ce qui est important à dire, c'est la chose suivante. La question, ce que j'entends, c'est est-ce que je dois me barrer d'ici ou pas? C'est une question totalement pertinente. Mais en fait, la réponse est la suivante, c'est que là où que vous soyez, vous devez vous sentir chez vous et vous devez vous sentir accepté par la population locale. Et jusqu'à un certain point, c'est à vous de faire l'effort, c'est normal. Moi, quand je suis arrivé en Suisse, au début, ben voilà, t'apprends à parler français, enfin voilà, ok. Et culturellement, tu te mets dans le bain. Et donc souvent, les gens qui disent, ouais, moi je me barre en Thaïlande. Ouais, mais enfin, en Thaïlande, quand ça va s'effondrer aussi, est-ce que toi, tu vas pas être juste l'étranger où les gens vont te jeter des cailloux dessus ou pas? Peut-être que ça se passera bien, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont zen et bouddhistes et que ça va bien. Mais, ou pas.
Être l'étranger, mais moi je suis étranger dans ma montagne. Moi je suis le citadin, pour eux je suis friqué, le citadin de la ville. Quand je débarque, ils me disent, j'ai acheté une ferme qui appartenait à une famille depuis 400 ans. Parce qu'avec les héritages, ils ont été obligés de la vendre. Bon, bah, en gros, je suis un peu comme le cheveu sur la soupe quand je débarque la première fois. Je suis un vrai étranger chez eux, bien que je suis de même nationalité et tout. Je veux dire, bon, bah, il faut faire des efforts, et les efforts, c'est à moi de les faire. Donc, quand vous quittez votre pays, réfléchissez bien à ça. Enfin, vous quittez un endroit pour aller dans un autre, est-ce que cet endroit, vous allez être accepté pour plein de raisons ou pas? Et si la réponse c'est non, réfléchissez bien parce que c'est dangereux. Parce que l'étranger, c'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Celui qui ne fait pas partie du clan, pour revenir à des notions très basiques, il peut être rejeté, voire il peut être le bouc émissaire. Et l'histoire est pleine d'exemples comme ça. Maintenant, je ne veux pas non plus être trop pessimiste, parce que si vous apportez des compétences et que vous prouvez que vous avez un apport, les communautés vous acceptent volontiers. À voir. C'est tout à fait une question très très pertinente, parce que beaucoup de gens aujourd'hui me parlent, je veux quitter la France parce que j'en ai marre, pour plein de raisons. Et je travaille notamment, par exemple, je fais une émission de radio, je suis invité sur une émission de radio assez régulièrement en Afrique, où justement l'idée de cette émission de radio, c'est de préconiser, par exemple, que les Africains qui habitent en Europe, aux États-Unis, reviennent en tant que force vive, repeupler par leurs compétences et leur présence le continent africain, parce qu'ils pensent que voilà, c'est là-bas que ça va se passer, que leur destin est là. C'est intéressant comme projet. Bon, bah, c'est intéressant, et donc il faut, pourquoi pas, explorer la chose et voir si c'est jouable. Mais enfin, je connais aussi des personnes d'origine africaine qui étaient américaines, qui sont reparties en Afrique, et ils se sont retrouvés vraiment des étrangers. Parce que j'espère qu'on est tous conscients que les races et les couleurs de peau, c'est un aspect de nos personnalités, et je pense que c'est un aspect mineur. L'aspect majeur, c'est notre culture, bien sûr. De même qu'on peut être on peut avoir une culture multiraciale, c'est la culture qui fait la différence. C'est pas la couleur de la peau, c'est totalement. Voilà, je vais faire mon discours antiraciste à deux balles, mais c'est accessoire. Mais c'est la culture qui est importante. Donc quand vous avez quelqu'un de culture américaine qui débarque en Afrique, ou de culture française qui débarque en Afrique, est-ce qu'il va être bien accepté ou pas? Pas dit, pas sûr. Mais c'est jouable. Donc, encore une fois, chaque cas est particulier. C'est pour ça que c'est pour ça que je ne fais pas de la politique et que je ne fais pas de la morale, parce que justement, il y a tellement une infinité de cas possibles que chaque cas est à peu près unique. Mais le mieux, c'est quand on est soudé dans un groupe, ça c'est clair.